Une directrice du FBI s'est retrouvée menottée et arrêtée par 2 policiers qui n'ont même pas vérifié son identité, simplement parce qu'elle était une femme noire conduisant une voiture de luxe. Au moment où ils ont réalisé qui elle était vraiment, la panique a envahi toute la station. C'était une nuit sereine et claire lorsque Veronica Monroe, la directrice du FBI, sortit d'un restaurant après avoir dîné avec quelques collègues. Le parking était presque vide, avec seulement quelques voitures éparpillées sous la faible lumière. Alors qu'elle se dirigeait vers sa Mercedes-Benz noire, elle a remarqué une voiture de police qui se dirigeait lentement vers elle. « Bonsoir, madame », a déclaré l'agent Travis Calloway en sortant du véhicule, la main au-dessus de son étui. Son partenaire, Damon Sutte, se tenait légèrement derrière lui. « Pouvez-vous nous dire ce que vous faites ici à cette heure, vers 1 heure du matin ?» Veronica prit une inspiration profonde et régulière. À 45 ans et avec plus de 2 décennies d'expérience dans le domaine de l'application des lois, elle savait exactement ce qui se passait. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle d'une voix calme. « Je marche vers ma voiture. »« Je viens de dîner au restaurant », a-t-elle répondu en désignant l'établissement encore illuminé. Calloway plissa les yeux, le faisceau de sa lampe de poche étant désormais dirigé directement vers le visage de Veronica. « Cette voiture est à toi ?» Une Mercedes toute neuve. Sa voix était empreinte de scepticisme. « Oui, officier. »« C'est à moi, » dit catégoriquement Veronica, essayant de ne pas laisser l'indignation qu'elle ressentait remonter à la surface. « Je vais avoir besoin de voir vos papiers et l'immatriculation de la voiture, » a demandé Calloway. « Ce n'est pas tous les jours qu'on croise quelqu'un comme toi avec une voiture comme celle-là garée ici. » Veronica fouilla lentement dans son sac et en sortit son portefeuille. « Voici mon permis de conduire et mon insigne fédéral, » dit-elle en remettant les documents sans la moindre panique. Calloway jeta un coup d'œil à la pièce d'identité puis laissa échapper un rire moqueur, échangeant un regard complice avec son partenaire. « Un insigne fédéral ? Sérieusement ? Il va falloir vérifier ça, » dit-il, le ton dégoulinant d'incrédulité. « Je m'appelle Veronica Monroe, directrice du FBI, » a-t-elle déclaré en gardant son sang-froid. « Ouais, nous allons vérifier, mais tais-toi pour l'instant, » l'interrompit brusquement Sutte en s'avançant. « Mettez vos mains sur votre tête pendant que nous confirmons tout cela. »« Il n'y a aucune raison à cela, » protesta Veronica, son calme inébranlable. « Je coopère pleinement. »« Main sur la tête, maintenant !» aboya Calloway, sa voix dure et autoritaire. « Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment et votre histoire ne se vérifie pas. » Quelques passants s'arrêtèrent pour regarder, leur regard curieux fixé sur la scène qui se déroulait. Le faisceau intense de la lampe de poche de Calloway illumina le visage de Veronica alors qu'elle levait lentement les mains. Le métal froid des menottes serra ses poignets, une pression inutile mais toujours indéniable. « C'est ridicule, » dit doucement Veronica, sa voix ferme mais empreinte de frustration. « Je vous demande simplement de vérifier mon identité avant de continuer. »« Vous aurez tout le temps de tout expliquer au commissariat, » répondit Sutte avec dédain, en la poussant vers la voiture de police. Alors qu'elle était assise sur la banquette arrière, les menottes lui mordant les poignets, Veronica réfléchissait aux innombrables injustices contre lesquelles elle s'était battue tout au long de sa carrière. Les agents à l'avant du véhicule ont continué à parler comme si elle n'était même pas là. « Avez-vous vu comment elle a essayé de jouer la carte du FBI » Calloway ricana. « Ils ont tous la même excuse, une voiture tape à l'œil, des vêtements chics et une histoire répétée. Elle roule probablement dans un véhicule volé. » Veronica ferma brièvement les yeux. Son esprit calculait déjà les conséquences de cette arrestation, non seulement pour elle-même, mais pour l'ensemble du système. Il ne s'agissait pas simplement d'une arrestation injuste, c'était l'arrestation de la mauvaise personne au mauvais moment, une arrestation qui révélerait les failles d'un système qui permettait à un tel profilage racial de persister sans contrôle. Alors que la voiture de police filait à toute vitesse dans la nuit, Veronica restait assise en silence, le regard fixé par la fenêtre. Elle sentait les regards des passants, mais elle refusait de détourner le regard. Des années d'entraînement et de discipline lui avaient appris à garder le contrôle, à rester calme face à l'injustice. Alors que les lumières du commissariat apparaissaient à l'horizon, elle savait que la vie de ces policiers était sur le point d'être irrévocablement changée. Et peut-être, juste peut-être, que cette erreur flagrante lui donnerait enfin l'opportunité de provoquer un réel changement dans un système qui permettait que ce genre d'incidents se produisent quotidiennement, inaperçus et sans contestation. « Bienvenue dans ta nouvelle maison pour la nuit, Rhea » dit Calloway d'un ton moqueur en arrêtant la voiture. Il ne le savait pas, il venait de commettre la plus grosse erreur de sa carrière.
Le commissariat était inhabituellement calme ce jeudi soir. Véronica fut conduite à travers les couloirs stériles, leur lumière fluorescente diffusant une lueur étrange sur tout. Le bruit des menottes résonnait à chaque pas qu'elle faisait. Les quelques policiers présents ont à peine levé les yeux de leur travail avant de reprendre leurs fonctions, habitués à la routine des arrestations de routine. Salle 3, ordonna Suté en ouvrant la porte d'une petite salle d'interrogatoire stérile. Véronica entra sans protester et s'assit sur la chaise en métal froid, les menottes restreignant toujours ses mouvements. La pièce était sombre, des murs gris, une simple table au centre et une caméra nichée dans un coin du plafond, enregistrant tout en silence. « Alors, es-tu enfin prêt à nous dire la vérité ?» demanda Calloway avec un sourire suffisant, en s'asseyant en face d'elle. « À qui appartient vraiment cette voiture ? Et où as-tu trouvé ce faux badge ?» Toujours aussi calme, Véronica a répondu « Je vous l'ai déjà dit, je suis Véronica Monroe, la directrice du FBI. Vous faites une erreur et cela aura de graves conséquences. Je vous conseille de vérifier mon identité immédiatement. » Suté croisa les bras, toujours souriant. Elle s'en tient à son histoire, hein. Très bien, je vais entrer ses coordonnées dans le système. Si elle est vraiment aussi importante qu'elle le dit, cela apparaîtra. Non, répondit fermement Véronica. Et je vous suggère de vous dépêcher. Suté quitta la pièce, laissant Véronica seule avec Calloway, dont les yeux brûlaient toujours de suspicion alors qu'il continuait à la regarder attentivement. Vous savez ce qui arrive aux personnes qui se font passer pour des agents fédéraux, n'est-ce pas ? Demanda-t-il en se penchant sur la table avec un air de supériorité. Il s'agit d'une infraction grave, qui ne peut pas être facilement ignorée. Véronica croisa son regard sans broncher. Je connais parfaitement la loi, officier, répondit-elle calmement, d'une voix inébranlable. En fait, je le sais peut-être encore mieux que toi. Un silence inconfortable s'installa dans la pièce. Calloway, qui avait été si certain de sa position quelques instants auparavant, trouvait maintenant sa confiance commencer à s'éroder sous le calme constant de Véronica. Alors que la tension dans l'air semblait insupportable, la porte s'ouvrit. Suté entra en trombe, le visage rouge de colère. « Travis, dit-il, la voix tremblante mais urgente, je dois te parler immédiatement. » Fronçant les sourcils, Calloway se leva brusquement, marmonnant dans sa barbe alors qu'il quittait la pièce. Véronica pouvait entendre des voix étouffées venant du couloir, de plus en plus fortes de seconde en seconde. Lorsque la porte s'est rouverte, ce ne sont pas seulement les deux agents qui sont revenus. Ils étaient accompagnés d'un homme plus âgé, dont l'uniforme était orné des insignes de capitaine. Son visage était tiré, ses traits étaient un mélange tendu de colère et d'inquiétude. « Directeur Monroe, » dit le capitaine Richard Bennett, la voix tendue et instable. « S'il vous plaît, permettez-moi de vous présenter mes plus sincères excuses pour ce malheureux malentendu. » Sans perdre de temps, il se dirigea vers Véronica, retirant rapidement les menottes de ses poignets, ses doigts tremblants en le faisant. « Un malentendu, » répéta Véronica, sa voix aiguë alors qu'elle frottait la peau douloureuse autour de ses poignets. « Non, capitaine. Ce qui s'est passé ici n'était pas un malentendu. C'était un cas évident de préjugés et d'abus de pouvoir. » Les deux agents se sont figés près de la porte. Calloway fixait le sol, les yeux écarquillés d'embarras, tandis que Suté se tenait comme un homme hébété, ne sachant pas comment réagir. « Directeur, nous ne le savions pas, » balbutia Calloway, la voix empreinte d'incertitude. « Exactement, » répondit Véronica, l'interrompant au milieu d'une phrase. Sa voix portait désormais le poids de quelqu'un qui contrôle totalement la situation. « Vous ne le saviez pas, parce que vous n'avez pas pris la peine de vérifier mon identité avant de décider de m'humilier publiquement et de me traiter comme si j'étais un criminel. » Le capitaine Bennett essuya la sueur de son front avec un mouchoir, l'air clairement inconfortable. « Ces officiers seront sanctionnés de manière appropriée, directeur Monroe. »« Je vous en donne ma parole, » a-t-il promis. « Les promesses creuses ne m'intéressent pas, capitaine, » rétorqua Véronica en se redressant. Sa posture rayonnait d'autorité, la pleine puissance de son rang et de sa détermination étant désormais évidente. Ce qui s'est passé ici ce soir n'est que la surface d'un problème systémique beaucoup plus profond. Elle fixa son regard sur les deux officiers, qui ne semblaient plus vouloir que se fondre dans les murs. « J'ai une question à vous poser, » continua Véronica en faisant un pas vers eux. « Et si je n'avais pas été directrice du FBI ? Et si j'étais juste une femme noire ordinaire, sans position de pouvoir ni d'influence pour me protéger ? Que me serait-il arrivé alors ? » Le silence dans la pièce était assourdissant. Personne n'a pu trouver de réponse,
du moins aucune qui n'aggraverait la situation. C'est ce que nous devons remettre en question, a poursuivi Véronica, sa voix forte et inébranlable. Pas seulement l'erreur que vous avez commise avec moi ce soir, mais les innombrables cas d'injustice qui surviennent chaque jour envers ceux qui n'ont pas de voix pour riposter. Le capitaine Bennett baissa les yeux, incapable de croiser le regard intense et pénétrant que Véronica fixait sur lui. Directeur Monroe. Commença-t-il, la voix hésitante. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Que pouvons-nous faire pour arranger les choses? Cela va bien au-delà d'excuses ou d'une simple sanction administrative, a répondu Véronica, ses propos coupant la tension dans la salle. Ce service de police, cette ville et même ce pays tout entier ont besoin d'un changement réel et tangible. Et maintenant, vous venez de me donner la plateforme parfaite pour l'exiger. Le lendemain matin, l'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. Tous les grands médias couvraient l'affaire, avec des gros titres criant « Le directeur du FBI arrêté à tort ». Sur les réseaux sociaux, une vidéo de l'arrestation, filmée par un passant, avait déjà accumulé des millions de vues. À la mairie, Everett Sinclair était en pleine crise. Ses collaborateurs entraient et sortaient en toute hâte, les téléphones sonnaient sans arrêt et le maire lui-même avait l'air d'avoir vieilli d'une décennie du jour au lendemain. Comment cela a-t-il pu arriver dans notre ville, claqua Sinclair en frappant du poing sur la table de frustration lors d'une réunion d'urgence. 2 officiers ont réussi à ruiner la réputation de toute mon administration. À ce moment-là, sa secrétaire entra et annonça « Le directeur Monroe est là pour la réunion ». Véronica entra dans la pièce avec détermination, ses pas confiants et assurés. Elle était flanquée de 2 conseillers du FBI impeccablement habillés, leur costume noir ajoutant à l'air d'autorité qu'elle portait. À son entrée, le maire lui tendit la main dans un geste de politesse. « Au nom de toute notre ville, a-t-il commencé, je voudrais vous exprimer mes plus sincères remerciements. » Épargnez vos formalités, monsieur le maire, l'interrompit Véronica, acceptant brièvement la poignée de main. Je ne suis pas venu ici pour entendre vos excuses. Je suis venu pour discuter de vraies solutions. Le sourire forcé du maire s'effaça légèrement, son sang-froid s'effaçant. Bien sûr, bien sûr. S'il vous plaît, asseyez-vous. Comment pouvons-nous résoudre cette malheureuse situation? Ce n'est pas qu'un incident, monsieur le maire, dit Véronica en s'installant avec autorité sur sa chaise. Cela reflète un problème systémique beaucoup plus profond. Le chef de la police, Martinez, qui était également présent à la réunion, a pris la parole. Les agents Calloway et Suté ont été suspendus, mais cela ne suffit pas. Nous avons lancé une enquête interne. Ils subiront les conséquences qui s'imposent. Véronica haussa un sourcil, le regard perçant. Une enquête interne, chef Martinez. Soyons clairs, le FBI s'occupe désormais de cette affaire. Et il ne s'agit pas seulement de punir 2 policiers. C'est toute la culture de cette force de police qui doit être scrutée et remaniée. Un lourd silence s'installa dans la pièce. Personne n'avait prévu une intervention fédérale aussi directe. Que attendez-vous exactement de nous, directeur? Demanda finalement quelqu'un, la voix empreinte d'incertitude. 3 mesures clés, a déclaré Véronica en levant le doigt pour souligner chaque point. Premièrement, une refonte complète des protocoles d'arrestation, y compris de nouvelles directives strictes visant à éliminer le profilage racial. Deuxièmement, une formation obligatoire et approfondie sur les préjugés et la discrimination pour tous les agents chargés de l'application des lois, sans exception. Troisièmement, la création d'une commission citoyenne indépendante chargée de superviser et d'enquêter sur les plaintes contre les policiers. Le maire et le chef de la police échangèrent un regard inquiet, leurs expressions voilées d'inquiétude. Directeur Monroe, commença prudemment le maire, je comprends votre frustration, mais mettre en œuvre tous ces changements en même temps serait précisément ce qui est nécessaire, l'interrompit fermement Véronica, sa voix inébranlable. Et ce n'est pas sujet à discussion, monsieur le maire. Le ministère de la Justice suivra cette affaire de près, nous ne pouvons donc pas nous permettre de retarder. Dehors, l'air était chargé d'énergie alors que les voix de centaines de manifestants remplissaient les rues, leurs chants réclamant justice. Beaucoup portaient des pancartes arborant le visage de Véronica et des messages puissants tels que « Si cela lui est arrivé, cela peut nous arriver à tous ». Véronica jeta un coup d'œil à la fenêtre, son regard rencontrant brièvement les visages déterminés de la foule, avant de reporter son attention sur le maire. « L'opinion publique est avec moi, monsieur le maire », a-t-elle déclaré en désignant les manifestants à l'extérieur. Et plus important encore, la loi est de mon côté. Sinclair, visiblement las, expira profondément.
Très bien, directeur Monroe. Nous mettrons en œuvre vos recommandations. Mais j'aurai besoin d'un peu de temps pour tout organiser. Vous avez exactement une semaine pour me présenter un plan détaillé, répondit Veronica en se levant de son siège. Et en attendant, Callow et Sutter ne devraient pas être simplement suspendus. Je veux qu'ils soient licenciés immédiatement, en attendant la conclusion de l'enquête. Alors que Veronica quittait le bureau du maire, elle a été immédiatement engloutie par une foule de journalistes. Les flashs des appareils photo éclairaient la pièce et les questions lui parvenaient en succession rapide. Directeur Monroe, qu'arrivera-t-il aux officiers qui vous ont arrêté? Pensez-vous que cet événement incitera le FBI à modifier ses procédures avec les forces de l'ordre local? Cet incident est-il suffisant pour véritablement changer le système? Veronica s'arrêta un instant, écoutant le barrage de questions. Elle parlait avec une force tranquille, ses paroles délibérées et mesurées. Ce qui m'est arrivé la nuit dernière n'est pas un incident isolé. C'est la dure réalité pour d'innombrables citoyens qui n'ont pas le pouvoir de riposter, tout comme moi. Ce n'est pas seulement mon combat, c'est le combat de milliers de personnes qui souffrent chaque jour de discrimination et d'abus de pouvoir. Et oui, nous ferons de ce moment un catalyseur pour un changement réel et durable. Alors qu'elle franchissait la sortie, la foule à l'extérieur a éclaté d'applaudissements, leurs voix s'élevant à l'unisson. Cette nuit-là, Veronica Monroe était devenue bien plus que la directrice du FBI, elle s'était transformée en un puissant symbole de résistance et d'espoir. 6 mois se sont écoulés depuis cette arrestation injuste, et ce qui semblait initialement être un événement localisé s'est transformé en un mouvement national de réforme. Le procès des anciens officiers Callow et Sutter avait captivé le pays tout entier. Ce matin-là, la salle d'audience était remplie de spectateurs, militants, journalistes et citoyens ordinaires, tous attendant avec impatience le verdict. Assis à la table de la défense, Callow et Sutter ont baissé la tête, le visage tendu par le poids de leurs actes alors que le juge Henderson se préparait à annoncer la décision. « S'il vous plaît, levez-vous pour entendre le jugement. » Petit à petit, les 2 anciens officiers se relevèrent. Tout au long du procès, ils ont tenté de justifier leur comportement, affirmant qu'ils avaient agi sur la base de soupçons légitimes et qu'ils avaient suivi les procédures standards. Cependant, les preuves accablantes, l'image de surveillance, témoignages et leur propre comportement lors de l'arrestation ont laissé peu de place à la défense. Ce tribunal déclare les accusés, Travis Callow et Damon Sutter, coupables d'abus de pouvoir, d'arrestation illégale et de violation des droits civils, a déclaré le juge Henderson, sa voix traversant le silence de la salle. En plus des peines évoquées précédemment, ce tribunal décide qu'il est interdit aux 2 accusés d'occuper un poste quelconque dans les forces de l'ordre partout dans le pays. Un murmure s'est répandu dans la salle d'audience, un moment historique, car les policiers ont rarement été confrontés à des conséquences aussi graves pour leurs actes. Votre comportement ce soir-là a non seulement violé les lois que vous aviez juré de respecter, mais il a également brisé la confiance du public, une confiance essentielle au bon fonctionnement de nos institutions, a poursuivi le juge. Au fond de la pièce, Veronica se tenait silencieusement, choisissant délibérément de ne pas s'asseoir au premier rang, consciente de combien sa présence pouvait être distrayante à un moment aussi important. Pour elle, cette affaire n'a jamais été une question de représailles personnelles, il s'agissait toujours d'un changement systémique. Alors que l'audience était ajournée, un jeune journaliste s'est approché de Veronica. « Directeur Monroe, après tout ce qui s'est passé, quel changement tangible avons-nous constaté dans le système ?» Veronica fit une pause, réfléchissant attentivement à sa réponse. Au cours des 6 derniers mois, 27 services de police à travers le pays ont adopté de nouveaux protocoles d'arrestation. Le Congrès débat actuellement d'un projet de loi fédérale visant à renforcer la surveillance des forces de l'ordre. Plus de 10 000 agents ont suivi une formation pour lutter contre les préjugés inconscients. Ce sont des avancées concrètes et mesurables. Mais le changement le plus significatif, a-t-elle ajouté, est le dialogue national qui a enfin commencé. Nous discutons ouvertement de questions qui ont été mises sous le tapis pendant bien trop longtemps. Un journaliste à l'arrière a demandé, « Si vous pouviez revenir en arrière, changeriez-vous quelque chose à propos de cette soirée ?» Veronica fit une pause, son regard fixe et résolu. Elle ne se contentait pas de répondre aux journalistes, elle parlait à tout le monde qui écoutait. Après un moment, elle a répondu, « J'aurais parlé plus tôt. Cela n'a jamais été seulement mon combat. » Dans les semaines qui ont suivi, Veronica s'est retrouvée à la Maison-Blanche, témoin de la signature de la loi Monroe, une loi révolutionnaire qui établissait de nouvelles normes fédérales en matière d'arrestation et instituait des mécanismes de surveillance indépendants pour l'application de la loi. Son influence s'étend également au-delà des frontières américaines.
Lors d'une conférence internationale sur les droits civiques à Genève, Véronica a partagé son parcours et sa vision de la réforme avec les dirigeants mondiaux. Son discours, diffusé à des millions de personnes dans le monde, a profondément résonné auprès des gens du monde entier. La véritable mesure d'un système, a-t-elle déclaré à l'Assemblée, n'est pas la manière dont il traite les puissants, mais la manière dont il protège les plus vulnérables. Ma position m'a donné une tribune, mais ma responsabilité est d'utiliser cette tribune pour ceux qui n'ont pas de voix. Un an après l'incident, Véronica s'est rendue dans une école d'un quartier défavorisé de sa ville natale. Parmi les sourires des enfants, elle a vu l'impact tangible de son combat. « Quand je serai grande, je veux être comme toi », dit une fillette de 10 ans, les yeux brillants d'admiration. « Je veux changer les règles injustes. » Véronica sourit doucement. Les règles ne changent que lorsque des gens courageux comme vous décident qu'il est temps. Et rappelez-vous toujours que la justice ne devrait pas être un privilège pour quelques-uns, elle devrait être un droit pour tout le monde. En quittant l'école, Véronica a réfléchi à la manière dont un événement traumatisant dans sa propre vie était devenu un puissant outil de changement, ouvrant la voie à un avenir meilleur pour ceux qui le suivraient. Elle savait que le voyage n'était pas terminé, il y aurait des revers, des défis et de la résistance. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Le silence qui entourait autrefois l'injustice a été brisé. Les communautés qui se sont longtemps senties impuissantes s'expriment désormais et exigent des comptes. Et les institutions qui avaient résisté au changement étaient finalement contraintes d'évoluer. Alors qu'elle s'éloignait, son téléphone sonna. C'était le nouveau chef de la police de la ville qui l'appelait pour l'informer que la dernière phase du programme de réforme avait été mise en œuvre. Tous les policiers étaient désormais équipés de caméras corporelles et un comité citoyen indépendant supervisait chaque plainte liée à la police. Véronica sourit, sachant que même si le chemin vers une véritable justice serait long et semé d'embûches, de réels progrès étaient enfin réalisés. Et puis, en réfléchissant au parcours de Véronica, nous nous rappelons une vérité douloureuse, la discrimination est toujours présente dans notre société, même lorsqu'elle touche ceux qui occupent des positions de pouvoir. Mais combien de personnes subissent ces injustices chaque jour sans pouvoir s'exprimer? Avez-vous déjà été témoin ou victime de discrimination? Comment avez-vous répondu? Partagez votre histoire dans les commentaires. Si cette histoire vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager pour que d'autres puissent en prendre connaissance. Aimez, abonnez-vous et appuyez sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer une mise à jour. Jusqu'à la prochaine fois.